Il est l'un des visages les plus familiers de la communauté française en Australie, l'un des plus appréciés aussi. Depuis 4 ans, il incarne à Sydney la diplomatie à la française et la France à sa façon, conciliant les deux avec un style qui lui est propre et qui, selon moi, constitue sa marque de fabrique. Diplômé de Sciences Po Paris, il a dédié ses talents à tout un pan du monde qui, on le sait aujourd'hui, est en train de changer vite sous les coups des assauts géopolitiques et le monde en marche plus généralement. Il a planché au sein du ministère des Affaires étrangères sur les sujets liés aux Amériques, à l'Algérie, à l'Égypte, au Proche-Orient. Il a été en poste dans des régions parfois réputées de pas faciles, en Israël, en Mauritanie, en Haïti, et peut-être avec la Suisse pour atténuer tout ça. Avec l'Australie, c'est un chapitre de plus qui s'est ouvert et qui se referme ce soir pour ce qui est sa dernière apparition en Australie publique. Donc accueillons comme il se doit, sous un tonnerre d'applaudissements, la voix, le visage et le cœur de la France en Australie, le consul général de France à Sydney, j'ai nommé Martin Juillat. Ça, c'est pour ça que je m'étais mis là, on parlait de quelqu'un d'autre. Donc je vous laisse vous installer. Merci. Eh bien, bienvenue. Merci et bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là ce soir. Et je sais que vous êtes de retour de France. Vous étiez pendant quelques semaines en France. Le jet lag, ça va? Pas de problème? Oui, je pense que ça va être l'un des ingrédients de la soirée de ce soir. Oh, bah, on reviendra. En tout cas, bienvenue à l'Alliance française de Sydney. Étant cet antre du Philo Bistrot, j'ai vu que vous aviez levé la main, donc c'est votre première fois. Je suis sûr que ça va très bien se passer. Je vais être gentil ce soir. Faut parler. Faut Euh, parler. Ce qui n'est pas toujours le cas, Oui. parce que je ne suis pas complaisant. Mais en tout cas, ici, c'est l'antre du Philo Bistrot, et nommé après l'incroyable éducatrice Augustine Soubeyran, Hmm. euh, que je remercie au passage à titre posthume, puisque c'est elle qui m'a permis de vous rencontrer plus en détail et de déjeuner à la maison du consulat il y a à peu près un an, lors de la visite de Nelly Duret, que nous connaissions en commun et qui a été aussi une invitée ici. Donc voilà, je tenais à le dire. Donc en termes de la soirée de ce soir, on va parler bien sûr de vos années ici, de vos 4 années, vous rendre hommage. 3 années. Merci de préciser. Et puis, on va parler du métier de diplomate et de ce que cela recèle et comprend. Et puis, bien sûr, on va parler du cas des États-Unis, qui est omniprésent en ce moment et dont vous êtes un des spécialistes. Donc, voilà, on va traiter de tout ça dans cette soirée, dans les prochaines 90 minutes. Bien sûr, il y aura les questions du public. Donc, au fur et à mesure de la soirée, préparez votre question, soyez prêts, mais on donnera une bonne demi-heure ou 20 minutes pour les questions du public en fin de soirée. Est-ce que ça vous convient? C'est parfait. Bon, très bien. Alors, eh ben, on va commencer par un petit peu l'heure du bilan après Hmm. votre poste en Australie. Donc, le monde a pas mal changé en 4 ans, y compris en Australie et dans la zone Asie-Pacifique, avec pas mal de choses, des tensions diplomatiques liées au contrat des sous-marins, AUKUS, la crise consulaire avec les familles calédoniennes bloquées à Sydney, et d'autres choses également. Donc, ma première question, ce serait, au regard de tout ce qui s'est passé durant ces 3 dernières années, donc, quel bilan tirez-vous de ces années et quel sera, selon vous, votre legacy, comme on dit? Ah, je commence fort. Voilà. Sur le premier point, quel bilan je tire moi de ces 3 ans à Sydney? Écoutez, d'abord ça a été pour moi une découverte double.
La première, celle du métier consulaire, puisque en fait, le métier de diplomate, ça n'existe pas. On fait 20 métiers différents dans une vie de diplomate. Et là, je découvrais l'un de ces métiers que je n'avais encore jamais eu l'occasion de faire, qui était celui de consul, enfin, et le travail du consulaire, qui est le service des communautés françaises. Et c'est l'expression la plus immédiate du service public. Les affaires étrangères, voilà, le monde des diplomates, c'est un peu éthéré. Les rencontres entre chefs d'État, entre hommes d'État, les négociations internationales, on se dit souvent, c'est quand même un petit peu loin de la conception que nous, Français, nous faisons du service public et du service du public. Et en fait, au sein du ministère des Affaires étrangères, le consulaire, c'est vraiment le service public. Donc pour moi, ça a été une découverte et ça a été, j'avais très envie de faire ça avant, à un moment donné de ma carrière. Donc je suis très heureux d'avoir eu cette occasion de pouvoir travailler pour une communauté qui est une très très belle communauté. J'ai déjà eu l'occasion de le dire un certain nombre de fois. Et puis, il y avait il y avait un autre aspect quand même. Pour moi, ça comptait. J'ai commencé ma carrière en Haïti, donc sur le continent américain. J'ai continué en Suisse, en Europe. J'ai également été en poste aux Pays-Bas, à La Haye. J'ai été en poste en Mauritanie et en Algérie, donc aussi bien l'Afrique et le monde arabe. J'ai été en poste en Asie, puisqu'Israël est techniquement en Asie. Il manquait un, il manquait l'océan. Voilà, donc comme ça, j'aurais bouclé mon tour du monde professionnel et j'en suis. On n'est pas si nombreux à avoir fait ça, puisqu'on a tous, en fait, on est tous supposés avoir des spécialisations géographiques. Je n'en ai aucune, et c'est Mhm. une, bon, si, un peu l'Europe quand même, mais voilà, c'était. Non, donc voilà, c'était découvrir une zone sur laquelle j'ai quand même beaucoup travaillé ces dernières années, puisque j'ai dans d'autres circonstances, c'était important pour moi aussi. Quant à ce que je laisserai derrière moi, un champ de ruines, bien évidemment, puisque nous n'avons plus de résidence consulaire à partir du mois prochain. Euh, L'espace des bureaux du consulat a diminué de 40%. Nous avons perdu le Victoria, la Tasmanie et l'Australie méridionale, puisque nous avons ouvert un consulat à Melbourne. Donc voilà, voilà. Donc, après moi, le déluge. Oui, oui, si on veut, ou la sécheresse, hein. En plus, l'état des budgets fait que ça va être assez dur. Bon, ça. Voilà. Bon, merci, merci Martin. Il y avait beaucoup de choses dans votre réponse, mais il y a une chose que vous avez mentionnée, c'est la communauté des Français de l'étranger. Et après tous ces postes que vous avez faits, donc à travers votre grand chelem mondial, moi, une question que je me pose et que peut-être certains d'entre vous se posaient aussi, c'est les Français de l'étranger en Australie, comment, comment les voyez-vous par rapport aux Français de l'étranger en Haïti, en Mauritanie, en Suisse, en Israël? Est-ce qu'il y a des spécificités de cette communauté qui est en face de vous et qui vous écoute avec attention? Non, je cherchais la carte Joker. Euh, non, oui, bien entendu, bien entendu. De toute façon, aucun pays ne ressemble à un autre. C'est quelque chose que j'ai appris très vite dans ma carrière. Aucun pays, parce que j'ai passé, comme je le disais, mon premier poste était en Haïti. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Ça a été 3 ans particulièrement mouvementés et passionnants. Et quand je suis parti en Suisse, à Berne, juste après, on m'a dit, mais t'es complètement fou, c'est la recette assurée pour une dépression nerveuse XXL. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est en Suisse que j'ai appris qu'en fait, il n'y a un pays pas intéressant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les pays sont passionnants, toutes les cultures, toutes les populations, partout. Il suffit de trouver le bon angle, il suffit de trouver la bonne distance.
de trouver la bonne approche. Et donc, aucun pays ne ressemble à un autre. En plus, ils évoluent. Et en fait, ce qui est intéressant avec les communautés françaises, c'est que c'est toujours un reflet double, Mhm. reflet de ce qu'est notre pays. Mais les Français s'exportent peu. Les Français émigrent peu. C'est d'ailleurs, en termes d'influence, un de nos problèmes, puisque nous ne pouvons pas nous appuyer, comme le font les Italiens, sur les grandes diasporas italiennes ou les grandes diasporas allemandes ou grecques, ou tout ce qu'on voudra, qui existent un peu partout dans le monde. Nous, ce n'est pas le cas, on n'a pas de grande diaspora. Et donc, nos communautés, en fait, sont composées de gens qui ont fait un choix qui est en fait très mûri, très pensé, et qui est un choix de vie profond. Et ça les rend souvent, ce sont des gens, et ce sont des communautés qui sont donc extrêmement intéressantes parce que euh, elles ont fait un choix de vie qui est celui d'un engagement très profond et très conscient, et donc avec une forme d'authenticité et une forme oui, d'engagement qui peut être plus profond que chez beaucoup de nos compatriotes qui restent en France. Et donc c'est à ce titre qu'elles ont cet aspect de double miroir de Mhm. ce qu'est en fait souvent le meilleur de notre pays. Ce sont des gens qui ont l'esprit d'aventure, qui ont l'esprit de découverte, qui ont l'esprit d'adaptation, et donc qui représentent ce qu'il y a de meilleur dans notre pays, l'esprit d'entreprise, et en même temps qui ne choisissent jamais un pays par hasard. Même si on a l'impression de choisir le pays, enfin d'arriver un peu par hasard là où on atterrit, c'est jamais le cas. On n'arrive jamais par hasard là où on atterrit. Il y a toujours quelque chose, une part de choix inconscient, une part de ou conscient. Et donc, on est toujours le reflet aussi de cette culture où on atterrit. C'est particulièrement vrai en Australie où nous avons une communauté qui est composée en plus grand nombre qu'ailleurs de binationaux. Et donc, les communautés, c'est toujours l'angle d'attaque, l'entrée dans ce qu'est un pays qui est extrêmement intéressant. Et donc ici en Australie, j'ai appris en fait beaucoup de choses sur l'Australie en regardant la communauté française en Australie, en vous écoutant, en vous observant et en comprenant ce que vous faisiez. Donc oui, pour moi, ça a été vraiment extrêmement intéressant, complètement différent de ce que j'ai pu voir en Mauritanie, en Haïti ou en Suisse bien évidemment, ou aux Pays-Bas, parce que le pays est différent, parce qu'on ne vient pas en Australie pour les mêmes raisons que vous pouvez partir en Haïti ou en Afrique. Mais voilà, c'est extrêmement instructif. Et j'ajoute que c'est encore une fois une communauté de qualité tout à fait remarquable. Mhm. Très bonne réponse. Vous avez fait des amis dans la salle. Ça confirme en tout cas. Très bien. Vous avez bien tiré. Une, euh, une question sur votre parcours. Donc, vous avez mentionné la notion du service public. Je l'entends. Mais en même temps, quand on a fait Sciences Po Paris, ça peut mener à beaucoup de choses. Et on l'a vu, ça peut mener à beaucoup de choses, dont la pub et l'écriture. On l'a vu avec un certain Frédéric Becbédère, par exemple. Vous avez eu pas mal de postes aussi liés à l'économie, à la stratégie et même au désarmement. Donc, pourquoi avoir privilégié la diplomatie plutôt qu'un autre domaine dans lequel vous auriez pu également exceller? Donc, c'est la première partie de ma question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de votre carrière et ce qui a influencé finalement vos affinités et la direction depuis peut-être l'économie et des postes à tendance économique et jusqu'au poste que vous avez eu ces dernières années en stratégie. Alors pourquoi la diplomatie? Ça, c'est une bonne question. Je crois qu'il y a autant de réponses que de diplomates, parce il y a autant de façons d'aborder un métier. Donc, je disais au départ, personne ne sait exactement en quoi il consiste. Un des grands jeux chez les diplomates, moi je jouais beaucoup à ça quand plus jeune dans ma carrière, c'était de dire, bon, c'est quoi un diplomate et à quoi ça sert un diplomate? C'est déjà, c'est quoi un diplomate? Personne ne sait, mais alors à quoi ça sert là?
C'est de la poésie pure, hein. C'est de la poésie pure. En fait, la meilleure réponse que j'ai jamais entendu donner à cette question, c'est un très bon ami qui l'avait donnée à la suite d'une discussion. Les esprits s'étaient un peu échauffés. Euh, il avait fini par répondre, qui par dire un peu excédé. Finalement, la vérité, c'est que personne ne sait à quoi nous servons. Quand on est là, personne ne peut dire précisément ce que nous faisons et à quoi nous servons. Mais la seule chose, c'est que quand nous ne sommes pas là, ça marche moins bien. Hmm. C'est la meilleure définition que j'ai jamais entendue du métier de Hmm. diplomate. C'est, voilà. On a cette fonction de liant, d'huile dans les rouages, nous aussi, nous sommes des doubles miroirs. On apporte le regard de l'extérieur. On apporte la perception, ce qui est notre perception par les autres. Mhm. Et ça, bah, évidemment, pour nos décideurs, pour nos élites politiques, c'est quelque chose, quand on est, quand on a l'habitude de fonctionner à l'intérieur de nos frontières, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément très conscience. Nous sommes des porteurs de bonnes et de mauvaises nouvelles. Mais nous sommes ceux qui, effectivement, vont aller essayer de comprendre ce qu'est l'autre, comment il fonctionne. Et pour reprendre le titre des mémoires d'un très grand diplomate qui sont parus il y a 2 ans, Maurice Cours de Montagne, les autres ne pensent pas comme nous. Bizarre, hein, c'est même assez agaçant, mais enfin c'est comme ça. Et donc nous sommes là pour essayer de comprendre. Voilà. Or, moi, dans mes études, depuis que je suis adolescent, comprendre, c'est vraiment le- une affaire importante. Essayer de Mhm. comprendre. Et donc, ça s'est imposé assez naturellement. C'est un métier qui est beaucoup plus qu'il n'y paraît un métier intellectuel, où on doit faire fonctionner son cerveau, où on doit. Voilà. J'ajoute à ça que j'ai la bougeotte. J'ai la bougeotte physiquement, et l'idée de découvrir un nouveau pays tous les 3 ans. C'est à la fois extrêmement excitant. Ça me paraît le bon rythme parce que je n'aime pas aborder les choses en touriste. 3 ans, 3, 4 ans, ça vous donne quand même la possibilité de vraiment creuser, comprendre comment fonctionnent les choses, mais aussi de voir beaucoup de pays différents. Donc voilà, c'était pour ça. Et puis, alors ma carrière. Euh, on a l'impression qu'on n'est jamais vraiment maître de ces affectations, puisque de toute manière, c'est pas vous qui choisissez, c'est à la fin, c'est la direction des ressources humaines, et qu'elle a quand même une spécialité pour vous envoyer là où vous ne vous y attendiez pas, comme toutes les DRH du monde. Mais la vérité, c'est que comme pour tout le reste, en fait, rien ne se produit par hasard. Et j'ai eu la chance en fait, de pouvoir travailler, de pouvoir servir, comme on dit dans ce métier, en bien des endroits où, en fait, à l'instant T, je pouvais être utile. J'ai eu la chance de servir en Israël au moment de la deuxième intifada et au moment où le processus de paix était en train de s'écrouler. Et donc là où on a pu faire énormément de choses pour essayer de proposer, d'innover dans la relance du processus de paix. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais il y a un certain nombre d'idées qui sont toujours dans les cartons prêtes à ressortir le moment venu. J'ai eu la chance de commencer ma carrière en Haïti au moment des premières élections démocratiques de l'histoire de ce pays en 2 siècles. Donc ça a été 3 ans d'une intensité folle et où on a fait beaucoup de choses et où j'ai pu faire des choses utiles, vraiment. Euh, dont ce qui restera probablement jusqu'à la fin la plus grande fierté de ma carrière, j'ai sauvé des vies. J'ai eu la chance immense de pouvoir sauver des vies. Et ça, à la fin, on se dit, comme disait une copine mauritanienne, ça, quand tu arriveras là-haut, devrait normalement t'épargner quelques heures de purgatoire. Euh, Et j'ai eu la chance de travailler sur les questions de terrorisme, de lutte contre le terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée, à un moment où tout le monde parlait de guerre contre le terrorisme, qui est un des concepts les plus abominables et les plus stupides qu'on puisse imaginer, et à un moment où plus personne ne regardait ce qui se passait sur la criminalité organisée, alors que, enfin, aujourd'hui, c'était le vrai danger qui menaçait et qui menace toujours nos sociétés. J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur la diplomatie économique à un moment où la globalisation
arrivait à un point de bascule et où on commençait à se rendre compte que, il ne faut plus penser le monde en termes géopolitiques ou seulement géopolitiques, et qu'il faut de plus en plus le penser en termes géoéconomiques. C'est-à-dire utiliser les outils de l'économie pour comprendre les rapports de force, les rapports de puissance, et comprendre comment les questions économiques peuvent être instrumentalisées pour des stratégies de puissance. C'est passionnant. Donc voilà, j'ai eu cette chance de, voilà, je l'ai un peu provoqué, je suppose, par un certain moment, mais de pouvoir travailler à chaque fois sur des questions où je pouvais être utile et où je pouvais mettre ce que je peux avoir de compétences et de moyens intellectuels sur des sujets qui étaient des sujets importants Hmm. euh, à cet instant-là. Merci, merci Martin. J'ai entendu beaucoup de mots assez forts, guerre, terrorisme, sauver des vies. Ici, à l'Alliance française, je crois que c'est une des raisons pour laquelle on a créé ce Philo Bistrot il y a quelques années maintenant, c'est cette notion de soft power de la culture, de la langue française et de ce contre-pouvoir quelque part et- par rapport au pouvoir économique également. Euh, et quand je vous écoutais parler, Martin, si je peux être tout à fait honnête avec vous, j'ai entendu pas mal de phrases d'écrivains euh, de phrases qui auraient pu se retrouver en exergue d'un roman. Et donc ma question, elle est, elle est ainsi. Quel, quel rôle l'art, la culture et la langue française peuvent jouer dans le monde d'aujourd'hui en tant que contre-pouvoir contre toutes les abominations dont vous avez parlé? Est-ce qu'il y a encore un espoir pour que ça puisse jouer un rôle? Non, 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 c'est qu'en fait, mon cher Olivier, je ne suis pas du tout d'accord avec la manière dont vous formulez votre question. Euh, pour au moins deux ou trois raisons. La première, c'est que l'une des caractéristiques de ce métier, c'est on doit apprendre à avoir toujours la bonne distance par rapport aux choses. Ni trop près, le nez sur l'événement, le nez sur les choses, on ne les voit plus. On ne voit plus les choses dans leur ensemble. On n'est plus capable de les appréhender globalement. Ni trop loin, parce que trop loin, c'est flou, et en fait, on rate beaucoup de choses. Trouver la bonne distance. Dans l'espace, et donc par rapport au pays dans lequel on se trouve, il faut s'impliquer, il faut nouer des liens, mais il ne faut pas devenir vulnérable par rapport au pays dans lequel on se trouve. Dans le temps, c'est Kissinger répondait à un étudiant qui lui demandait si je veux devenir diplomate, qu'est-ce que je dois faire? Il répondait trois choses: de l'histoire et de l'histoire. C'est-à-dire comprendre les racines profondes des phénomènes et de ce qui peut se passer dans le monde. Et donc, le petit préambule pour en venir au fait que oui, il est facile aujourd'hui de se laisser aller à une forme de découragement, de désespérance, de tout ce que vous voudrez face à l'état du monde. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais si vous regardez de près, justement, pas de trop près, pas de trop loin, et avec la bonne distance, vous vous rendez compte que il y a tout autant, voire plus, de raisons de penser que l'humanité continue sur une trajectoire de progrès et d'amélioration. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ce livre qui est assez long, parfois un peu fastidieux, mais dont la lecture est vraiment très rebordative, de Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature. C'est un livre tout à fait remarquable dans lequel Pinker, qui est sociologue, non, c'est vraiment scientifique, démontre, avec tout un tas de statistiques à l'appui extrêmement solide, que, en fait,
le monde, dans son ensemble, poursuit une trajectoire qui a été entamée il y a 3 millénaires, hein, de diminution du niveau de la violence, d'amélioration des conditions de vie, d'amélioration du niveau d'intelligence globale, d'amélioration des conditions de vie, et ainsi de suite. Et que ce phénomène s'accélère sur les 80 dernières années. Parce qu'il s'accélère, nous devenons évidemment beaucoup plus sensibles aux manifestations qui vont contre cette évolution. Et nous les ressentons de manière beaucoup plus violente. Mais globalement, l'espérance de vie continue à augmenter, le niveau sanitaire dans le monde entier continue de monter. La faim dans le monde, quelque chose qui est quasiment éradiqué, alors qu'il y a 30 ans, c'était l'un des problèmes numéro un pour la planète. Bon, je pourrais continuer comme ça très longtemps. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des problèmes à résoudre, et c'est vrai que la guerre a refait son apparition. Je pense, à titre personnel, on pourra peut-être là aussi en reparler, que, il y a quelque chose qui est de l'ordre du calcul à courte vue de la part de ceux des dirigeants qui ont remis la guerre au premier rang et qu'ils le paieront, que leur pays le paieront assez cher à un moment ou à l'autre, et qu'en tout état de cause, la violence, moins que jamais, ne peut permettre d'obtenir des améliorations durables pour un peuple donné, comme pour eux. Donc ça, c'est pour la raison pour laquelle je suis vraiment pas d'accord avec la manière dont vous avez formulé votre question. Maintenant, sur ce que la culture en général peut apporter, oui, mais pas comme contre-pouvoir. C'est pas du tout un contre-pouvoir, c'est un pouvoir. Et alors, on parle beaucoup de soft power, c'est un concept qui est très à la mode depuis 10-15 ans. Il n'est pas soft, il n'est pas hard, c'est un pouvoir tout court, hein. Et gardez en tête le mot de Napoléon qui, à Sainte-Hélène, mettant sur ce qu'avait été l'empire qu'il avait fondé et la manière dont il s'était écroulé, concluait, à la fin, le pouvoir des idées l'emporte toujours sur celui des baïonnettes. Toujours. J'en suis intimement persuadé. Et oui, il y a une force d'attraction, oui, il y a une force de coagulation des faits culturels qui permettent en effet de gérer un certain nombre de choses beaucoup plus facilement. Il y a des cultures qui sont en compétition, c'est une évidence, et tout n'est pas non plus complètement idyllique. La culture française elle-même se trouve aujourd'hui dans une situation qui n'est plus celle qu'elle était au XVIIIe siècle, quand le français était la langue, la lingua franca de toute l'Europe. En fait, aujourd'hui, le français est parlé par 8 fois plus de monde qu'il ne l'était, 8 fois plus de personnes qu'il ne l'était au XVIIIe siècle, hein. Quand on parle toujours de ah là là, qu'est-ce que c'était mieux avant? Ben non, là aujourd'hui, le français est parlé par 200 millions de personnes. Voilà. Au XVIIIe siècle, c'était une trentaine, 30, 40. Voilà. Donc, non, c'est pas vrai. Et je pourrais continuer comme ça. Donc, la culture a un rôle fondamental à jouer, c'est une évidence, mais ce n'est pas qu'elle a un rôle fondamental à jouer. En fait, on ne peut pas penser notre monde en dehors de catégories qui sont des catégories culturelles. Quand on regarde, je vous parlais du fait de devoir apprendre à comprendre ce qu'est un pays, ce qu'est une culture, ce qu'est une population, ce que sont des peuples différents des nôtres. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie comprendre des imaginaires. Comprendre des imaginaires, comprendre des structures mentales, comprendre des façons de penser, comprendre des catégories, comprendre un certain nombre de choses comme ça qui sont fondamentalement différentes, qui relèvent de ce que les anthropologues appellent une culture, au sens le plus large et le plus fort du mot. Donc, tout est culture. Et de ce point de vue-là, on doit apprendre aussi à penser dans ces catégories-là et ne pas séparer trop mécaniquement ou de manière trop cloisonnée
ces catégories-là, apprendre à gérer des conflits, apprendre à gérer travailler sur la déconflictualisation de situations, ce qui est aussi une grande fonction en tant que diplomate, c'est apprendre à mettre en concordance ou à mettre en place des systèmes de traduction et de compatibilité entre des cultures divergentes, différentes. Non, merci pour cette réponse. Je suis d'accord avec le fait que la culture est, est le contenant, et finalement tout le reste est le contenu, si on peut voir les choses comme ça. Euh, En même temps, il y a des gens qui sont dans certaines cultures qui ne comprennent pas forcément la culture. Et donc, quelque part, c'est là où je pense que le rôle de la culture joue un rôle d'éducation pour justement les personnes qui passent de culture en culture et qui ne comprennent pas forcément euh, les cultures et l'histoire dont vous avez parlé. Euh, mais bon, Oui, si vous vous voulez, voyez ce que je veux oui, dire. oui, je comprends. Mais je crois qu'il faut à ce moment-là, pour se mettre d'accord, il faudra distinguer entre la culture au sens anthropologique, savoir ces structures imaginaires qui sont celles sur lesquelles nous nous reposons tous pour appréhender le monde qui nous entoure. Et on a besoin de structures mentales a priori pour nous permettre de comprendre que ceci est une table, ce qui n'est pas du tout évident pour, je ne sais pas moi, un Bororo d'avant la colonisation, que ceci est un boomerang, ce qui était complètement incompréhensible pour les marins de Cook quand ils ont abordé pour la première fois au rivage de l'Australie, et ainsi de suite. Bon. Et puis la culture au sens, là peut-être plus précis ou limitatif du mot, au sens des créations culturelles. Mais en fait, moi je pense que les deux sens sont indissociables et que ces créations culturelles ne sont jamais que des formes d'expression de cet imaginaire qui est Mhm. propre à toute civilisation, à toute communauté humaine. Mhm. Parlons un peu de votre métier au jour le jour. Hmm. Pas forcément le métier de consul, mais le métier de diplomate. J'aimerais bien, moi, me mettre dans vos chaussures, dans votre tête, donc dans la tête de Martin Juillard. À quoi pensez-vous quand vous vous levez le matin? Quelles sont les différentes étapes de la journée par lesquelles vous passez? Qu'est-ce que vous lisez? Euh, qu'est-ce que, à, à quoi vous pensez? Quelles sont les questions que vous vous posez? Quels sont les thèmes qui vous hantent? Quelles sont les choses qui vous font garder votre optimisme? Parce que ce soir, vous êtes optimiste et je vous en remercie. C'est très bien et inspirant. Vous voyez? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ça, votre journée type dans la tête de Martin Julien? Alors, sur ce qui se passe dans ma tête quand je me lève le matin, je crois qu'il y a au moins une personne qui est mineure dans la salle. Donc, voilà. C'est un défi. Non, Vous aimez ma question cette fois-ci? non, non, mais euh, en fait, si vous voulez, pour comprendre ce qu'on fait au jour le jour, il faut comprendre ce qu'est notre rôle, ce qu'est le rôle d'un diplomate, effectivement, au jour le jour. On a en gros cinq fonctions. Mhm. La première, c'est la fonction de représentation. On est nommé, alors je parle là vraiment des diplomates, ceux qui sont dans les ambassades, hein, pas les consuls, ça c'est un peu à part. On est nommé pour représenter notre pays auprès d'un autre pays. Plus exactement, notre gouvernement auprès d'un autre État, d'un autre gouvernement. Donc, ça veut dire faire passer des messages, ça veut dire négocier des accords, ça veut dire un certain nombre de choses comme ça. Et donc, en fait, faire vivre la relation entre États au jour le jour. Le deuxième rôle, c'est d'essayer de comprendre, et j'en ai déjà beaucoup parlé, essayer de comprendre comment fonctionne le pays, ce qui s'y passe, d'anticiper, de prévoir ce qui va
ce qui va s'y passer et de le rapporter à nos autorités pour qu'elles puissent avoir une vision la plus large et la plus précise possible de ce qui se passe dans le monde à un instant T et pouvoir préparer les décisions de la manière la mieux informée possible. La troisième fonction, c'est une fonction de défense de nos intérêts. On a des intérêts de toute nature dans un pays donné. En Australie, on a des intérêts économiques, puisqu'on a beaucoup d'entreprises qui sont présentes. On cherche à obtenir des contrats, on cherche à éviter de les perdre, ça ne marche pas toujours. On cherche à promouvoir la place de nos entreprises. On a des intérêts culturels, vous les mentionniez. On a des intérêts liés à notre communauté. On a des intérêts de toute nature. Et donc, il s'agit de les défendre au quotidien, c'est-à-dire en faisant des démarches qui permettent de faciliter ou d'appuyer certains de ces intérêts, en promouvant l'image de notre pays de manière générale, en communiquant, en prenant des initiatives telles que, ou en appuyant des initiatives telles que le Festival du film, voilà. Donc, vraiment, tout ce qui est promotion et défense promotion de notre image et défense de nos intérêts. Et puis, la quatrième grande fonction, qui est la fonction consulaire, donc l'appui à nos communautés euh, et à nos ressortissants et à nos compatriotes à l'étranger, en essayant de leur apporter une palette de services la plus large possible. Voilà. Donc, ça a de quoi complètement remplir vos journées, hein, tout ça. En fait, comme tout le monde, hélas, on est placé dans une situation où les sollicitations sont tellement nombreuses et se succèdent à un rythme tellement élevé que nous enfin, travaillons beaucoup trop de manière réactive et sans pouvoir vraiment prendre la main aussi systématiquement que nous le voudrions sur ce que nous voulons faire. Alors, on arrive à prendre des initiatives de temps en temps, on lance des projets, on arrive à prendre des initiatives qu'on maîtrise de bout en bout, ce qui permet là aussi de faire les choses. Mais voilà, non, donc, nos journées s'organisent sur une palette d'activités autour de ces quatre ou cinq, si vous considérez que la promotion de notre image, de la défense des intérêts, c'est deux choses différentes. Donc, sur ces quatre ou cinq fonctions, on va travailler là-dessus au quotidien. Euh, En ayant en tête qu'en fait, la deuxième fonction, celle d'analyse et de compréhension, est celle qui, bien évidemment, conditionne toutes les autres. Toutes les autres. Et là-dessus, évidemment, ça demande savoir s'adapter. On est un peu une patte molle. Quand on arrive dans un nouveau pays, on est une patte molle. On sait, comment dire, vous savez, comme c'est une substance qu'on utilise pour coller des choses qui durcissent avec le temps et qu'on peut réutiliser en les plongeant dans l'eau. Elles ramollissent, elles retrouvent leurs propriétés pour coller et vous les recollez au mur pour aller coller autre chose. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Chaque fois qu'on arrive dans un nouveau pays, on efface tout, on se remet en position je ne sais rien, je ne comprends rien, je n'ai rien vu, et puis on apprend. À titre personnel, moi, j'ai pour habitude, quand j'arrive dans un pays, je ne lis rien sur ce pays avant d'arriver. Parce que je ne veux pas avoir d'idées préconçues. Et je veux pouvoir me laisser guider par des impressions qui sont des impressions qui vont m'être envoyées en direct, sans avoir le filtre d'un intellectuel, d'un historien qui a une lecture précise. Ça viendra après. Quand moi-même, j'aurais pu commencer à sentir un peu les choses, là, je commencerai effectivement à me documenter beaucoup plus sérieusement, à lire de l'histoire, à lire de livres d'actualité, choses comme ça. Voilà. Mhm. Donc, ne pas être influencé par le fil de l'historien, le fil du géographe, le fil de l'intelligence artificielle. Alors là, non, non, oui, non, non, oui, non, mais c'est une vraie bonne question. On a testé en fait. On teste bien évidemment toujours
et parce que les modèles changent énormément. Est-ce que ça fait sens d'utiliser l'intelligence artificielle pour nous? En fait, les domaines dans lesquels c'est utile sont extrêmement limités. C'est la partie vraiment la plus bêtement mécanique Mhm. du métier, à savoir notamment dans le multilatéral, c'est-à-dire dans les organisations internationales. On va aborder tel sujet, telle résolution qui a déjà été adoptée l'année, là, et donc on réadopte chaque année à chaque Assemblée générale des Nations Unies ou à chaque assemblée de... Voilà, on réadopte les mêmes résolutions en les faisant évoluer un tout petit peu pour montrer qu'on suit les dossiers. Et donc là, il s'agit de récolter tout ce qui s'est dit, toutes les déclarations officielles de tous les pays qui comptent sur un sujet donné, d'en faire une synthèse pour que, voilà, c'est fastidieux au dernier degré, ça n'a présente aucun intérêt. Intellectuellement, c'est un des trucs les plus frustrants. Voilà. Donc ça, oui, c'est pour une intelligence artificielle, c'est bien, elle se fait faire ça très bien. Pour le reste, en fait, si vous l'avez entendu depuis que j'ai commencé à parler, euh, tout notre travail consiste à essayer de rendre possible des traductions. Et des traductions entre des systèmes mentaux Mhm. qui ne s'ajustent pas forcément. Une intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui travaille sur de la statistique à partir de statistiques lexicographiques à partir de volumes de données plus ou moins et de jeux de données plus ou moins importants. Bon, ça marche pas. Ça marche pas. D'abord parce que vos jeux de données, en général, ils proviennent d'un environnement culturel. Et c'est extrêmement compliqué pour une intelligence artificielle de fonctionner à partir de jeux de données et de structures de données qui viennent de différents pays. Hein. Mhm. C'est d'ailleurs un des grands reproches qu'on fait aujourd'hui à l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a des biais culturels sans même parler de biais idéologiques, mais des biais culturels, qui sont liés à la langue, qui sont liés au fait que les jeux de données viennent de cultures données, et ainsi de suite, qui font que Mhm. voilà, ce travail d'adaptation là, ne fonctionne pas. Et puis, enfin, on pourrait donner beaucoup d'exemples. Pour moi, c'est la principale raison pour laquelle ça ne marche pas. Il y en a une deuxième, qui est que l'intelligence artificielle est très mal nommée, puisque l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence. L'intelligence est fondée sur un certain nombre de fonctions et de facultés. La mémoire en est une, et là-dessus, effectivement, tout ce qu'on met sous le nom d'IA est absolument imbattable. Sur la capacité à appeler des données de manière instantanée, là, justement, mais sur la capacité à faire des mises en relation Mhm. et des mises en relation inattendues, là, ça commence à flotter beaucoup plus. Et puis surtout sur une faculté qui est qu'on oublie souvent, qui est très négligée, un peu méprisée ces temps-ci, et qui est pourtant au cœur de Mhm. notre activité mentale, c'est l'imagination. Mhm. Je vais parler à plusieurs reprises d'imaginaire. Imaginaire, oui, imaginaire, c'est lié à l'imagination. Et on va pas plonger dans, même si on est dans un philo bistrot, on va pas plonger dans Kant, mais Kant montre très bien qu'en fait, on ne peut comprendre le monde que grâce à cette faculté-là. Mhm. Il n'y a pas de compréhension du monde sans imagination, c'est-à-dire sans capacité à recréer en permanence, mentalement, des cadres mentaux qui nous permettent d'appréhender Mhm. ce qui nous entoure. Et vous avez des tas de penseurs qui, derrière, ont travaillé là-dessus depuis le Sartre, Castoriadis, bon, voilà. L'imagination, bah non, un ordinateur, c'est pas faire. C'est pas conçu pour ça. Voilà. Donc ça fonctionne de manière statistique sur des probabilités d'occurrence d'un mot après un autre, et ainsi de suite. Bon, c'est autre chose. Enfin, donc ça peut être utile dans des limites extrêmement définies et qu'il faut pouvoir identifier a priori, mais ne surtout pas lui faire confiance pour ce qui est le cœur de notre métier, qui est cette capacité d'adaptation, de traduction, de compréhension et de mise en forme des choses. Merci. Là-dessus, on se retrouve vraiment, et je crois que votre micro marche, hein. Oui, 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 Ouais, non, c'est oui, bon. oui, C'est bon. En tout cas, on se retrouve là sur le pouvoir de l'imaginaire et notamment celui des mots. Et peut-être que
C'est une meilleure façon, en fait, de parler du pouvoir de l'imaginaire plutôt que le pouvoir de la culture en tant que telle. Le pouvoir de l'imaginaire avec les mots et les images et les choses qui sont sur le papier et qui peuvent devenir réalité grâce au pouvoir des mots. Ça, c'est quelque chose dans lequel je crois et donc et qui résonne vraiment avec moi. On arrive après à mi-temps de ce Philo Bistrot. On a parlé de votre métier de diplomate, on a parlé de l'Australie, on a parlé des Français à l'étranger. Je voudrais faire juste une pause de 1 minute au cas où il y a une question avant qu'on change un peu de braquet et qu'on parle des États-Unis, parce que je trouve que c'est un cas fascinant. Donc, un- une question ici. J'entends le romancier, l'écrivain, le poète, tout ce que vous dites. Je voudrais juste m'arrêter sur ce que vous avez dit sur les 5 fonctions de consul et poser 2 questions pour le prix d'une. Vous avez dit que vous avez comme habitude de ne pas lire quoi que ce soit avant de venir dans le pays. Je suis juste curieuse, maintenant que vous avez passé quelques années, qu'est-ce que vous auriez peut-être voulu savoir un peu plus tôt, s'il y avait quelque chose à apprendre qui vous aurait peut-être été utile, qu'est-ce que c'est? Et aussi, vous avez parlé de votre fonction de votre capacité de prévoir et de l'importance en fait de l'imagination pour comprendre le monde. Donc, quelles sont vos prévisions, boule de cristal pour l'Australie? C'est pas facile. Non, en fait, c'est la première partie de la question qui est terrible. Parce que là, je suis désolé, je me fais, mais je ne peux le dire que parce que je suis vraiment à la toute fin de mon séjour et donc je peux l'avouer. Ce que j'aurais bien aimé savoir, c'était ce qui m'attendait au moment où j'ai plongé une cuillère dans un pot de Végémate. Sinon, je n'aurais jamais fait. Quand on parle de différences culturelles, celle-là a été quand même violente. Non, mauvais goût mis à part, le mien, hein, pas celui du vieux. Le blague à part. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de partir? Mais rien, justement, c'est ça l'idée, c'est que il faut arriver le plus vierge possible. Parce qu'en fait, si votre regard commence à être modelé a priori avant d'arriver, vous êtes sûr que vous allez manquer des choses ou que vous allez passer à côté d'un certain nombre de choses. Euh, je vous donne un exemple. Une des choses que je fais à chaque fois que j'arrive dans un nouveau pays, c'est une très bonne manière de commencer à comprendre les mentalités. Regarder comment les gens conduisent, comment ils se comportent dans la rue. Mais ça en dit mais incroyablement long sur la façon dont fonctionne une société et sur la façon dont les gens font société, dont ils se comportent les uns par rapport aux autres, tout ça, voilà. Et c'est beaucoup plus intéressant finalement pour commencer à modeler son regard que d'avoir lu 3 thèses sur, voilà, qui en plus vont se contredire entre elles. Alors, les 3 thèses, on les lit après. Parce que là, on commence à avoir une idée, enfin, une perception, plus qu'une idée. Et donc là, ce qu'on peut lire, on va pouvoir l'utiliser beaucoup plus efficacement. Voilà. Mais il faut avoir cet équilibre entre perception et connaissance. Et la connaissance ne doit pas venir a priori. La connaissance, elle vient a posteriori pour structurer, enrichir et permettre de donner sens à vos perceptions. Mais c'est les perceptions qui doivent, je suis un peu sensualiste de ce point de vue-là, c'est les perceptions qui viennent en premier. Quant à la boule de cristal sur l'Australie, alors, comme disait le regretté président Chirac, eh, non, mais la prévision est un art extrêmement compliqué, surtout pour le passé. Donc, moi, l'impression que j'ai aujourd'hui sur l'Australie, c'est que l'Australie est à la croisée des chemins. Elle est à la croisée des chemins à plusieurs égards, euh, parce qu'elle a changé énormément sur les 20 ou 30 dernières années, et qu'elle va changer encore beaucoup. Démographiquement, puisque la structure de la population australienne bouge à une vitesse considérable. On avait 3% de la population australienne qui était d'origine asiatique en 1995, on est à 15% aujourd'hui.
Voilà, et ça va pas s'arrêter. Donc déjà en soi, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et ça dit beaucoup de choses sur la société australienne, d'avoir un impact aussi sur la manière dont elle se conçoit dans son environnement. L'Australie est-elle un surgeon, comme elle s'est longtemps conçue, un surgeon de l'Europe projeté dans le Pacifique, particulièrement du Royaume-Uni projeté dans le Pacifique, ou bien est-elle un pays de la zone Indo-Pacifique ou de la zone Asie-Pacifique, et c'est pas pareil. Et à ce moment-là, comment se conçoit-elle dans cet environnement? Comment s'y insère-t-elle? Comment fonctionne-t-elle? Beaucoup de questions qui n'ont pas pour l'instant de réponse définitive. Mais ces réponses commencent à se cristalliser lentement. On les sent monter. Et puis, quel est son rapport à son environnement plus lointain? C'est vrai que l'Australie, depuis son indépendance, a toujours fonctionné avec un allié majeur. Elle en a changé. À un instant qu'on peut dater extrêmement précisément, c'est la chute de Singapour face aux Japonais en 1942, et où là, overnight, comme on dit en bon français, l'allié majeur du Royaume-Uni devient les États-Unis pour l'Australie. Mais aujourd'hui, pour des raisons que nous connaissons tous, la solidité, non pas la pertinence, mais la solidité et les conditions de fonctionnement de cette alliance ne sont plus les mêmes qu'il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, ça signifie pour l'Australie repenser la manière dont elle voit sa sécurité, dont elle voit son ancrage dans son environnement proche comme lointain, et la manière dont elle doit gérer elle-même ses alliances, ses partenariats, et ainsi de suite. Voilà. Tout ça, c'est en évolution constante. Et je pense que aujourd'hui, l'Australie est à un point vraiment de bascule de son histoire. Euh, et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans la manière dont fonctionne ce pays, c'est que ça se fait en dramatisation, sans hystérisation, de manière très pondérée, assez apaisée. Et j'ai été, je mets un peu mon devoir de réserve de côté, mais la manière dont se sont déroulées les dernières élections était extrêmement instructive pour nous, observateurs étrangers. C'est qu'effectivement, ces questions-là ont été posées sur l'identité de l'Australie, sur sa population. Et l'Australie a répondu de manière extrêmement sereine, apaisée, en disant, voilà, il y a des choses dont nous voulons, il y a des choses dont nous ne voulons pas. Et il y a des directions dans lesquelles nous voulons, nous savons que nous allons. Voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant, et c'est une des choses que je trouve les plus fascinantes en Australie, c'est que ces réponses, elles montent, elles ne descendent pas. Elles ne sont pas imposées par la classe politique, par les élites. Elles montent d'une société civile qui est extrêmement dynamique, extrêmement active, euh, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui en fait monter les choses, et admet ses propres évolutions et leur donne des traductions politiques qui vont apparaître en fait petit à petit dans la durée. C'est une vraie démocratie, hein, et une démocratie profonde, pas une démocratie de surface. Donc, moi, j'ai pas de boule de cristal, mais je sais que les réponses qui seront trouvées seront probablement les bonnes. Merci Martin. En tout cas, une des facettes de ce point de bascule dont vous parlez, c'est sans doute la relation avec les États-Unis. C'est sans doute le cas avec beaucoup de pays en ce moment, avec les tarifs et plus globalement l'approche américaine. Donc, je vous propose dans les 15-20 prochaines minutes de parler des États-Unis parce que vous êtes spécialiste et vous m'avez avoué en coulisses que vous aviez préparé un petit exposé, vous avez vraiment réfléchi et vous avez montré vos notes séparément. C'était assez impressionnant, mais même des graphes euh, à ne pas perdre. Donc, ma question pour commencer sur le volet des États-Unis, face à un dirigeant comme Trump et la gouvernance dirigiste et auto-centrée qu'il impose, est-ce que les diplomates peuvent encore peser dans la relation France-États-Unis? C'est une question intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle pointe directement vers ce qui est une des erreurs les plus fréquentes qu'on peut faire
quand on aborde ce type de situation. Euh, je vais revenir à l'histoire. Mhm. Hein, voilà. En histoire, il y a une sous-discipline qui est apparue il y a une vingtaine d'années, qui est très à la mode, qui s'appelle la prosopographie. Prosopographie, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à dire que pour faire l'histoire d'une société, ça sert à rien d'étudier ses structures économiques, ses structures anthropologiques. Non. Ce qu'il faut faire, c'est prendre des biographies, plein de biographies ou de mini-biographies de gens à tous les niveaux de la société, et en disant qu'en empilant toutes ces biographies, tous ces regards sur des individus, on va finir par avoir une vision globale de la manière dont fonctionne une société. Quelque part, c'est très néolibéral hein, comme vision de la prosopographie. Euh, et en fait, beaucoup de enfin, on a souvent tendance à raisonner comme ça quand on est diplomate et à se dire, en regardant comment fonctionnent les acteurs et qui sont-ils, d'où viennent-ils et comment ils raisonnent, on comprendra une situation. Faux, faux, archi faux. C'est pas vrai. Les acteurs, oui, ils comptent bien sûr. Ce sont les hommes qui font l'histoire, même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Mais ce ne sont pas les élites qui font l'histoire. On le disait à l'instant à propos de l'Australie, ça vient d'une société. C'est une société qui écrit sa propre histoire. Et donc, il faut toujours comprendre d'où viennent les choses. De ce point de vue-là, Donald Trump, c'est pas un phénomène, c'est un symptôme. C'est le symptôme d'évolutions très profondes dans la société américaine et qui sont à l'œuvre depuis au moins 30 ans. En fait, beaucoup de choses qu'on voit arriver aujourd'hui à un point extrême avec Trump, vous pouvez en dater le début. En plus, c'est amusant, sous un président démocrate, Clinton. Voilà. C'est beaucoup de choses ont démarré que vous voyez aujourd'hui vraiment sous Clinton. La manière dont on a commencé à instrumentaliser la politique étrangère au profit de la politique intérieure. La manière dont on a commencé à abandonner progressivement, sans trop le dire, le rôle d'hégémone des États-Unis, c'est-à-dire le rôle de puissance organisatrice d'un ordre mondial. Le moment où les États-Unis ont commencé à basculer lentement ou à rentrer dans des logiques qui n'étaient plus des logiques d'organisation multilatérale du monde, mais retourner à des logiques bilatérales, voire d'imposition unilatérale de leur vision des choses. C'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à voir apparaître les premiers symptômes de ce qui est euh, crise du pessimisme culturel aux États-Unis, c'est-à-dire avec une vraie interrogation sur les valeurs américaines, sur l'identité de la société américaine et sur la capacité de la société américaine à répondre aux défis qui lui sont posés par l'évolution du monde et par la globalisation avec ses ressources culturelles traditionnelles. Or, ce pessimisme culturel-là, c'est celui qui est à l'œuvre aujourd'hui au sein de MAGA et dans toutes les troupes, chez toutes les troupes qui suivent Trump, mais aussi de l'autre côté. C'est-à-dire chez les démocrates, et tous ceux qui, chez les démocrates, considèrent qu'il n'y a plus grand-chose d'autre comme rôle à imaginer pour la politique que la défense des communautés et la défense des minorités. Ce qui est une autre forme tout aussi grave de pessimisme culturel. Et puis, c'est la crise des institutions. L'élection du Congrès dit oui, c'était les freshmen en 96 avec Newt Gingrich, c'est le début du blocage des institutions américaines. C'est-à-dire le moment où les institutions ne sont jamais que la cristallisation sur le long terme de la manière dont une société conçoit son fonctionnement, ces institutions ont commencé à se gripper parce que la société n'était plus capable de produire le consensus nécessaire à son fonctionnement. Et c'est également sous Clinton que vous commencez à voir apparaître le troisième volet de cette grande crise que traversent les États-Unis aujourd'hui, à savoir le retard, enfin le ralentissement de son économie et le ralentissement de la capacité d'innovation de l'économie américaine. Aujourd'hui, la capacité d'innovation de l'économie américaine se focalise, se concentre dans quelques secteurs. La- le-
les nouvelles technologies, donc des technologies de l'information et de la communication, technologies de la défense, mais dans un nombre extrêmement élevé de secteurs industriels qui étaient des secteurs d'excellence, qu'on pensait être des secteurs d'excellence de l'économie américaine, la capacité d'évolution, d'innovation a déserté. Elle s'est réfugiée en Chine et à un moindre degré en Europe. Et ça, vous additionnez ces trois crises et vous avez évidemment, sur le long terme, quelque chose d'explosif. Voilà. C'est ça la solution, la situation dans laquelle se trouvent les États-Unis aujourd'hui. C'est à ça que répond Trump, enfin c'est ce que la réponse que la société américaine, ou pas qu'une partie de la société américaine a imaginé pour faire face à cette crise. Voilà. Alors on pourrait détailler sur les différents volets que ça comporte, que ça représente. Ce qui nous intéresse, nous, c'est évidemment c'est comment ça s'exprime vis-à-vis de l'extérieur. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous tous? Et là, encore une fois, en tant que diplomate, toujours cette question de la bonne distance, trouver la bonne distance du regard, essayer de comprendre à la fois ces évolutions longues qui expliquent ceci, et la manière, pas être trop loin non plus, parce que ça a des implications immédiates, parce que c'est des implications sur la vie quotidienne de nos concitoyens, de nos compatriotes, et parce qu'il y a il y a des questions qui nous sont posées par les États-Unis auxquelles on doit trouver des réponses immédiates. Donc, c'est là-dessus, c'est ce travail qui est un travail profondément intellectuel, hein, de nature intellectuelle, que nous devons mener en permanence. En l'occurrence, sur le cas américain, qui est un cas effectivement extrêmement intéressant pour un diplomate aujourd'hui, c'est comprendre que les États-Unis ont beaucoup plus que nous changé de monde. Quand je dis nous, je parle de ces États que j'aime pas appeler occidentaux, parce que l'Occident, c'est un concept qui est très chargé idéologiquement, trop, et donc qui est dangereux à utiliser. Mais ces États qui sont des États qui sont attachés, pas seulement démocratiques, hein, parce qu'il y en a qui le sont plus ou moins, mais enfin, disons, des États qui sont attachés à une pacification durable des relations internationales par le développement des liens économiques et par la définition de modes de régulation égalitaire. Le multilatéralisme, c'est l'égalité entre les États, et fondé sur le droit. Euh, la Chine a une vision de la globalisation qui rejoint la nôtre à certains égards, pas du tout sur d'autres. Parce qu'elle n'a pas une vision égalitaire, elle n'a pas une vision horizontale, elle a une vision concentrique et beaucoup plus, donc, de fait, beaucoup plus autoritaire de ce que doit être cette régulation. Et les États-Unis, eux, sont sortis de cette logique-là. Ils sont entrés dans une logique où c'est en fait la défense de leurs intérêts qui prime sur toute autre considération. Où la logique même de régulation globale n'a pas de sens. Et c'est pour ça que Donald Trump accorde une telle importance à l'outil des tarifs douaniers et des taxes douanières. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un moyen extrêmement efficace sur le plan symbolique et sur le plan politique, plus que sur le plan économique, d'amener les gens à répondre à une question qui est pour lui la question primaire de la politique. Est-ce que tu es avec moi ou contre moi? Oui, mais c'est Carl Schmitt, hein. Et Carl Schmitt, le juriste nazi, pour qui c'était la question fondamentale de la politique. La première décision qu'on prend en politique, c'est décider qui est mon ami, qui est mon ennemi. Pour nous, Européens, aujourd'hui, c'est une abomination absolue, puisque justement, on cherche à sortir de cette logique de la conflictualité permanente. Pour les États-Unis, c'est redevenu une manière logique, normale d'appréhender le monde. En ce sens-là, c'est en ce sens-là que la rupture entre les États-Unis et leurs alliés traditionnels, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient dans la zone Asie-Pacifique, est la plus prononcée. Et la tentative des États-Unis de reconstituer aujourd'hui des structures
de cogestion des structures, comment dire, d'alliance, ne se fait plus du tout dans la même logique qui était celle de l'OTAN ou de l'ANZUS dans les années 50. C'est une logique, encore une fois, d'organisation concentrée qu'au profit de leurs intérêts stricts, et non pas de régulation collective dans un monde qui permet de tempérer les effets de la concurrence. Voilà, de les maintenir dans des limites acceptables pour tous. Euh, c'est à cette question-là qu'on doit répondre. Et aujourd'hui, personne n'a de réponse. Personne n'a de réponse, c'est extrêmement compliqué parce que ça implique pour tous vraiment de changer la manière dont on pense notre relation avec les États-Unis. Ça implique aussi d'imaginer des choses, des façons dont on va le faire. Pourquoi? Bah, parce qu'on ne peut pas abandonner la relation avec les États-Unis. Ils sont trop importants pour nous, économiquement. Et c'est pour ça que la Commission européenne a décidé d'adopter, et elle a eu absolument raison de le faire, un accord commercial avec les États-Unis. On dit oui, c'est à notre détriment. Bah, à court terme, peut-être un peu, mais le marché américain est vraiment trop important pour nous. Deux, il ne faut jamais oublier que une logique de ce type, le protectionniste est toujours celui qui perd à la fin. Toujours. Ça, l'expérience le démontre 20 fois dans l'histoire, hein, parce qu'il perd en compétitivité, parce qu'il perd en ce qu'on voudra, et parce qu'il perd en confiance vis-à-vis enfin, il perd la confiance de ses partenaires potentiels. Malgré tout, on doit continuer à travailler avec les États-Unis, on a besoin de leur marché, on a besoin, voilà, mais on doit aussi repenser, nous, la façon dont nous nous inscrivons dans le monde qu'ils dessinent, dans le monde qu'ils cherchent à dessiner. On prend l'exemple de la tech et des GAFAM. C'est un bon exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est très caractéristique d'une façon de fonctionner des États-Unis qui est en fait beaucoup plus ancienne qu'il n'y paraît. Les États-Unis ne sont pas un pays libéral. En fait, ça fait longtemps que c'est un pays protectionniste. Ils s'appuient beaucoup sur leur fédéralisme pour protéger leur marché intérieur. Ils s'appuient sur les barrières non tarifaires. Ils s'appuient sur tout un tas de choses. Euh, Mais surtout, les États-Unis ont pour habitude, depuis le 19e siècle, de favoriser l'émergence de très grandes entreprises immenses. Ça a été Standard Oil, ça a été Ford, ça a été, voilà, qui ont l'appui de l'État, qui ont des subventions de l'État, hein, souvent. Les entreprises d'Elon Musk aujourd'hui, pas oublier que toutes les entreprises d'Elon Musk, que ce soit Tesla, SpaceX, la boîte qu'il est en train de fonder dans l'IA, ne tiennent debout que parce qu'elles sont sous perfusion massive de fonds publics américains. Massive. Hein. Ce sont des entreprises qui sont des entreprises complètement subventionnées par l'État américain. Voilà. Mais ça, c'est la manière de fonctionner traditionnelle des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils favorisent l'émergence de grandes entreprises sur leur marché intérieur. Comme leur marché est immense, ces entreprises atteignent une taille critique et elles peuvent ensuite se lancer à l'assaut des marchés internationaux à des conditions tarifaires qui sont complètement non compétitives pour nous. Et c'est pour ça que régulièrement, on a énormément de mal à faire émerger des champions ou des entreprises qui soient concurrentielles face à ces mastodontes, parce qu'ils ont cet appui à la fois d'un marché intérieur colossal que nous ne pouvons nous qu'effleurer, et qu'ils ont l'appui financier et politique de l'État fédéral américain, qui est un levier colossal. Bon. Les GAFAM, c'est exactement ce modèle. En fait, quand vous regardez Obama, Obama a été un des présidents qui a eu travaillé le plus brutalement contre les intérêts européens en la matière. Parce qu'il a favorisé, comme aucun autre président avant lui, l'émergence de ces mastodontes dans le domaine de la tech, en écrasant tout ce qui pouvait se présenter côté européen et en essayant de bloquer toute possibilité de régulation dans ce domaine qui aurait permis de rétablir des conditions de concurrence un peu plus équitables. Voilà.
Bon, donc vous voyez, c'est à travers cet exemple des GAFAM, vous voyez à quel point, en fait, tout ceci vient de loin, à quel point il y a une logique, effectivement, de défense des intérêts américains avant la défense d'un système global sur lequel on puisse tous s'accorder, qui est bipartisan, démocrate comme républicain, et où les intérêts des alliés et des partenaires sont finalement une considération assez secondaire par rapport à la logique interne américaine. En tout cas, on comprend que le sujet est vaste, on pourrait en parler des heures, et c'est vraiment passionnant. En tout cas, le point sur le protectionnisme, on l'a bien vu avec le Brexit, ça ne leur a pas trop réussi, a priori. Euh, mais en tout cas, merci pour cet exposé, parce c'était très riche, et on pourrait encore une fois s'y plonger plus en avant. Mais malheureusement, on n'a pas le temps, parce qu'il nous reste encore quelques minutes. Avant de donner les questions du public, Martin, je sais que vous n'aimez pas trop parler de vous. Mais comme vous avez parlé de double miroir, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être vous soumettre à ce concept très philo-bistrot des questions mitraillettes ou du portrait chinois. Donc on va essayer d'en apprendre un peu plus sur vous, sur des questions très rapides, sur vos goûts. Voilà. Vous allez surtout apprendre quelque chose sur les masques derrière lesquels j'aime me cacher. Ah, bah, ça va être le challenge de les déceler. Si vous étiez une ville australienne, laquelle seriez-vous? 15. Cairns. 15. Et pas d'explication. Une ville française. Si, Ah, si, je peux. Parce que vous l'avez compris, j'aime bien l'histoire. Cairns est probablement la ville d'Australie où on perçoit le mieux ce qu'un ami français m'avait dit et que j'ai trouvé un mot très profond sur l'Australie. Il m'avait dit, quand je veux comprendre ce que c'est que la profondeur du temps, la profondeur de l'histoire chez les hommes, je vais en Europe. Quand je veux comprendre ce que c'est que la profondeur du temps dans la nature, à ce moment-là, je regarde en Australie. Et ça, j'ai jamais vu aussi bien qu'à Cairns. La manière dont, effectivement, avec la forêt vierge, avec la forêt primaire, avec ces grandes côtes au nord de Cairns qui sont en fait assez similaires à celles qu'ont dû voir Cook, Phillips et les autres à la fin du XVIIIe siècle. Et là, ça donne cette perception. Puis Cairns a une forme d'authenticité que j'aime énormément. Merci énormément. Ouais. Voilà. Une ville française. Non, j'ai une seule réponse possible parce que j'y suis né, j'y ai toujours vécu et que j'y suis attaché de toutes mes fibres, mais c'est horriblement prétentieux, c'est pareil. La, la Parce plus que belle voilà, ville de vous. c'est pareil. Je sais pas, mais en tout cas, il n'y en a pas d'autre. Bon. Un livre. Un livre. Si vous étiez un livre, lequel seriez-vous? Euh, je sais pas, là, je viens de mettre en carton mon déménagement. Il vogue sur les flots. Ce déménagement était composé de 120 cartons, Hmm. dont 90 de livres. Vous me demandez d'en choisir un là-dedans? Je sais pas. Non, non, il y en aurait vraiment Il y en aura trop. beaucoup trop. On passe, on passe. Ouais. Une devise. Pas monétaire, hein, plutôt un Oh mot. oui, une devise vraiment. Euh, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. René Char. Ou alors non, encore mieux. Toujours René Char. Non, en fait, oui, c'est celle-là. La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. C'est bon. Allez, dernière question, et après je donne les questions du public. Un ancien Premier ministre ou un ancien président de la République? Euh, Chez nous, instantané, immédiat. Euh, la personnalité historique la plus sous-estimée, la plus décriée qui soit dans l'histoire française du XXe siècle, dont nous ignorons tous ce que nous devons, ce qu'elle nous a apporté.
ce qu'elle aurait pu nous apporter si on n'avait pas fait confiance à des gens qui ont été en fait des gens assez nocifs dans notre histoire. Aristide Briand. Pour un diplomate, évidemment, ça va de soi. Mais pour ceux qui vous intéressent, je vous invite à vous plonger dans une biographie d'Aristide Briand. Ça a été quelqu'un, un visionnaire absolu, qui avait tout compris, non seulement de son temps, mais des temps qui allaient venir. On voit souvent le pacifiste, plus ou moins bêlant, arrière les canons, arrière les fusils, hein. Non, il avait compris que dépasser ce que la Première Guerre mondiale avait eu de profondément destructeur la civilisation européenne, ce que le traité de Versailles, ce que la prétendue victoire des Alliés, qui n'en était pas une, et l'abomination qu'était le traité de Versailles, l'abomination politique, et le niveau de bêtise politique était le traité de Versailles, ce dont tout ça nous menaçait, il l'avait parfaitement compris. C'est un récit brillant que nous devons notre conception de la laïcité libérale. Voilà. C'est un récit brillant que nous devons un certain nombre de choses, une vision beaucoup plus apaisée du maintien de l'ordre. C'est un récit brillant que nous devons les premiers efforts de rapprochement franco-allemand. Nous devons la première pensée vraiment construite de ce que devrait être la construction européenne. Et il y a des Saint John Perse, qui était le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères quand Aristide Briand était ministre des Affaires étrangères. Saint John Perse a écrit un éloge funèbre bouleversant, mais à vous tirer les larmes des pieds, si j'ose dire, d'Aristide Briand, où il montre à quel point, effectivement, ça a été un visionnaire, et notamment sur l'Europe. Tous ceux qui sont européens de cœur aujourd'hui devraient avoir un portrait d'Aristide Briand accroché à leur mur, euh, avant même celui de Jean Monnet. Donc oui, Aristide Briand. Merci, merci. On va s'y replonger. En tout cas, joli coup de claquette, joli numéro de claquette intellectuelle et analytique et puriste. Moi, j'ai beaucoup apprécié vraiment votre honnêteté intellectuelle et le côté puriste voilà, de vos analyses et de vos réponses. J'ai vraiment apprécié. Donc, merci beaucoup, Martin Juillard, pour toutes vos réponses. Maintenant, voilà, je vous livre à l'audience pour les questions du public. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision de l'écologie? Il y a de grandes chances que la COP se tienne en Australie, mais en même temps, vous nous avez parlé euh, du retour au bilatéralisme. Est-ce que les conférences internationales peuvent encore faire quelque chose pour l'environnement? Et quelle est votre vision de ce sujet qui va devenir le sujet des prochaines années, je pense? On n'en a pas parlé, alors qu'effectivement, tout à l'heure, quand je parlais de ce que mon optimisme foncier, j'aurais pu parler de ça. C'est comme toujours, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Alors moi, tendance à penser qu'un verre se remplit toujours. Oui, on peut être un peu glacé d'horreur à l'idée que on est en train de dévier de la trajectoire des 1,5 degré, que la perspective de la sixième extinction est en train de se rapprocher, c'est ça. Vous pouvez regarder le verre qui est en train de se remplir et regarder ce qui a été fait depuis 20 ans. 20 ans, qu'est-ce que c'est à l'échelle de l'histoire? Un claquement de doigts. Et la manière dont les mentalités, dont la perception de ces questions a évolué en 20 ans est stupéfiante. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que oui, les conférences internationales vont continuer à être utiles, elles vont continuer à servir à quelque chose, mais à une condition première et principale, c'est que l'évolution de cette perception au sein des sociétés, au sein des populations, continue à se faire comme elle s'est faite. Parce que ça viendra de là. Parce que les diplomates, parce que les hommes politiques, parce que tous les gens qui négocient dans ce contexte-là, ils sont comme tous les autres, ils répondent à ce qu'ils sentent être la pression dans leur dos. Vous avez un exemple très intéressant de ce point de vue-là, c'est la Chine. Pas précisément l'État le plus démocratique du monde,
pas précisément, comme j'ai fait allusion tout à l'heure, celui avec lequel nous partagerions la plus grande proximité sur la manière de concevoir l'organisation du monde de demain. Mais la pression de la population chinoise sur ces questions-là est telle que le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois, en fait, ont beaucoup évolué sur les 10 dernières années sur le sujet et deviennent aujourd'hui des acteurs extrêmement actifs de la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Et demain, ils vont nous aider à construire le consensus international dont nous avons besoin. On pourrait dire la même chose aux États-Unis. En dépit de l'acharnement avec lequel l'administration actuelle piétine tous les thermomètres qui passent à sa portée, la réalité, c'est que les États-Unis sont, quand on regarde les chiffres, sur une trajectoire de diminution de leurs émissions carbone, parce que les États, parce que les villes, parce que les individus, parce que les entreprises, parce que la société le fait. Alors après, que l'État fédéral et le gouvernement fédéral sabotent tout ce qu'il peut dans les négociations internationales sur le sujet, c'est malheureux, ça ne nous facilite pas le travail, c'est pas le plus décisif. Merci. Une autre question? Merci, enfin, c'était passionnant. Vous parliez de l'Europe et de Aristide Briand. Je ne suis peut-être pas la meilleure, plus grande connaisseuse de ses écrits, mais que pensez-vous de la solution d'une Europe fédérale pour contrer tous ces défis d'unilatéralisme, du bilatéralisme et tous ces mouvements géopolitiques auxquels nous sommes confrontés en tant qu'Européens? Pardonnez-moi, mais c'est prendre un peu le problème à l'envers. Ce qu'il y a ce qu'il y a de fascinant dans l'Union européenne, même pas comme projet, mais comme, j'allais dire comme phénomène, c'est même pas un phénomène, comme processus historique, c'est-à-dire comme quelque chose qui est en train de se faire. C'est que, on a l'habitude de dire l'Europe se construit à travers les crises. Oui, sauf qu'en fait, ça, c'est jamais qu'une conséquence. Ce qui se passe, c'est que l'Europe est un objet politique et juridique qui se construit en réponse à un certain nombre de défis qui sont en constante évolution. Et vous avez des ruptures dans l'histoire européenne. Le traité de Rome est quelque chose d'extraordinaire. Le traité de Maastricht, qui crée l'euro et qui va créer un certain nombre de choses, et qui est une rupture probablement, à mon sens, encore plus révolutionnaire que le traité de Rome. Aujourd'hui, on ne va plus fonctionner à coup de rupture institutionnelle de ce type-là, mais en revanche, le travail de fond qui se fait au quotidien pour faire fonctionner l'Europe et lui permettre de créer des réponses qui ne sont pas les mêmes réponses que celles qu'on a pu imaginer par le passé, parce que les questions ne sont pas les mêmes et qu'elles changent profondément, est quelque chose de prodigieux. On parlait de Rive. Allez, c'est un historien et politologue néerlandais qui a été conseiller pendant longtemps du Premier ministre néerlandais, qui s'appelle Luc van Middelaar, qui a écrit il y a une dizaine d'années un livre absolument fascinant, passionnant, sur le chemin vers l'Europe. Et où il explique très bien que l'Europe, c'est ce phénomène extraordinaire où vous mettez 15 personnes ou 24 ou 27 ou 28, ou ça change tout le temps, mais dans une salle. Et en fait, ce qu'elles font, sans même en avoir conscience, et ça se produit naturellement, elles créent du nous. Elles apprennent à parler d'une façon collective et à produire du sens qui est un sens collectif et partageable par tous. Et donc là-dessus, les institutions, c'est quelque chose qui viendra derrière. Ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui est fondamental, c'est continuer à travailler et à permettre cette capacité à créer du sens et à créer de la capacité d'action collective et de la capacité de compréhension collective et partagée. Et ça, on est fantastiquement bon. Cette capacité à travailler horizontalement et à faire monter
des choses qui émergent horizontalement, c'est assez unique, hein. Il n'y a que l'Europe qui sait faire ça aujourd'hui. Beaucoup de tentatives d'intégration régionale ont cherché à imiter l'Union européenne. C'est pas possible, on ne peut pas imiter l'Union européenne parce que c'est lié à des conditions historiques très particulières et à un imaginaire, l'imaginaire européen qui est quelque chose de unique au monde pour plein de raisons. Là, pour le coup, il faudrait trois ou quatre autres Oui. sessions pour commencer à creuser un peu la chose. Mais, si vous voulez, fédéral, pas fédéral, fédéral, confédéral, hein, en fait, ça viendra après. Tout ce qui est institutionnel, ça viendra après. Ce qui compte, c'est qu'on puisse continuer à construire cette capacité d'action. Je vous donne un exemple. On a beaucoup parlé de défense. On a beaucoup parlé de la nécessité de renforcer nos budgets militaires, de passer à 2-3% du PIB. Oui, très bien. Pourquoi? Bah oui, la Russie. Alors, la menace russe, on pourrait en discuter. Moi, j'y crois pas beaucoup à la menace russe militaire sur l'Europe, tout simplement parce que si les Russes, depuis 3 ans, ne sont toujours pas arrivés à casser la noix ukrainienne, je doute qu'ils aient le moyen d'aller s'attaquer à l'OTAN en direct. Et qu'ils aient vraiment la volonté de le faire. Ils vont essayer de jouer leur tactique habituelle du Sadami. Bon. Mais on est d'accord, il faut renforcer nos budgets de défense pour plein de raisons. Voilà. Et ne serait-ce que pour ça nous permet aussi de renforcer notre autonomie stratégique et technologique, notamment face aux États-Unis. Et ça, c'est capital. Et puis là-dessus, bah oui, mais comment est-ce qu'on fait déjà? En fait, regardez de près, vous vous rendez compte qu'il y a deux conceptions, on va simplifier, hein. Comme toujours en Europe, il y a deux conceptions fondamentales qui s'opposent au départ, la française et l'allemande. Pourquoi on parle toujours du couple franco-allemand en Europe? Parce qu'on est d'accord sur rien. Et c'est pas l'idée. On est d'accord sur rien. Et donc, dès l'instant où on est d'accord sur rien, eh ben, on se met tous les deux autour de la table, on discute. Et quand on arrive à un compromis, il y a de bonnes chances que ce compromis soit en fait le centre géométrique de l'éventail des positions que vous trouvez autour de la table du Conseil européen. C'est pour ça que voilà. Et donc, sur la défense, bah, les Français ont une vision qui a longtemps été la leur de projection, de capacité d'influence globale, de vision mondiale. Ouais, une vision. C'est pas pour rien d'ailleurs que le ministère de la Défense est redevenu le ministère des Armées. Il y a toujours cette pensée qu'effectivement, il y a une force armée qui est une force qu'on doit pouvoir utiliser erga omnes. Et un peu partout. Même si on a, la doctrine évolue un peu ces jours-ci. Et puis vous avez l'Allemagne, où non, c'est Verteidigung, la défense. Et la défense, c'est la défense de mon territoire. Merci, chaque fois que j'en suis sorti ces 200 dernières années ou ces 300 dernières années, ça s'est assez mal fini. Donc on va arrêter là. Et donc, non, c'est la défense de mon territoire, la défense du territoire de l'Union, la solidarité entre États de l'Union, mais voilà. Et donc, là, le travail que vous voyez en train de se faire, qui va prendre encore du temps, c'est le travail qui vise à créer une capacité de compréhension globale des enjeux de défense, à partir des éventails de positions qui se trouvent entre ces deux extrêmes. Martin, je vais vous arrêter là parce que je sens que c'est la pelote de Ouais. laine qu'on suit. Et je Ouais. sens la pensée en arborescence. C'est fascinant parce on peut Oui. lancer Martin Juillard sur un sujet et il va nous emmener là où il veut, hein. C'est assez bluffant. Une autre question? Allez, c'est le moment, hein. C'est les dernières minutes. Le micro. Et ben moi, je vais revenir sur vos 3 années-là en tant que nostalgique, un peu en rebondissant sur le portrait chinois. Et voilà, s'il y avait un challenge principal à faire ressortir, donc, hormis apprécier la Jamaïque, ça on a bien compris. Et voilà, s'il y avait un événement unique à retenir de vos 3 années. C'est pas un événement. C'est pas un événement, mais ça a été un vrai défi, et c'est un défi, et je souhaite bon courage pour suivre ça. C'est que la communauté française en Australie, et la communauté, d'abord, est monstrueusement sous-estimée. Nous avons un peu plus de 25 000 Français inscrits sur ce qu'on appelle le registre consulaire. J'espère que vous êtes tous inscrits, hein. Donc on a un peu plus de 25 000 Français inscrits au registre consulaire. Or, en pratique, on a divers moyens d'estimer ça à la louche, au doigt mouillé, parce qu'on ne sait pas précis. Mais les estimations que je fais, c'est qu'on a en fait, à l'instant T, je vous parle, si j'additionne les binationaux,
les résidents permanents et les visas vacances-travail, à l'instant où je vous parle, j'ai quelque chose comme 130 000 Français présents sur le territoire australien. C'est-à-dire 5 fois plus. Voilà. Normalement, ailleurs dans le monde, on estime que le facteur multiplicateur oscille entre 1,5 dans les pays très instables où tout le monde a intérêt à à s'inscrire pour pouvoir se faire évacuer en cas de pépin, à 3. En Suisse, par exemple, on sait que c'est 3,5. Ici, on est plus proche de 5, pour plein de raisons. Je ne vais pas m'étendre dessus. Or, non seulement ça, mais en plus, ça augmente. Ça augmente à toute vitesse. C'est la communauté qui croît le plus vite au monde. Hein. Dans la zone Asie-Pacifique, il y a 3 ans, quand je suis arrivé, la communauté française en Chine était plus importante. Aujourd'hui, on est loin devant eux. Hein, c'est hallucinant. Chaque année, j'ai entre 1500 et 2000 Français qui viennent s'installer en Australie, résidents permanents, et qui donc bientôt vont acquérir la nationalité. C'est colossal. Or, pour ça, j'ai des moyens constants qui ne bougent pas. J'ai pas une personne de plus. Bon. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire preuve dans les contraintes, avec les contraintes juridiques, administratives, réglementaires, budgétaires, techniques qui sont les nôtres, trouver des mécanismes qui nous permettent de maintenir, voire d'améliorer la qualité du service qui vous est rendu, sans que vous ne voyiez les usines à gaz démentielles qu'on monte pour faire fonctionner ça. Et donc, nous, du jeu, c'est de nous offrir les choses, la façade la plus lisse et la plus ripollinée possible, la plus lisible possible, et derrière, faire fonctionner, réajuster en permanence les tuyaux pour que ça continue de fonctionner et qu'on réponde en permanence à l'augmentation de cette demande. Et je peux vous dire que oui, s'il y a quelque chose dont je suis fier, c'est que donc, sans avoir obtenu un iota de moyens supplémentaires, l'année où je suis arrivé, on délivrait 8000 passeports par an. Cette année, on est au-dessus de 12 000. On est à 12 500. Mes collaboratrices, et là présentes dans la salle, elles pourraient vous en parler mieux que moi. On est capable de gérer un nombre de Français en difficulté qui croît de manière totalement exponentielle. Et on le fait. On les aide voilà, et ainsi de suite. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. On y arrive. Il y a un moment où ça va devenir compliqué. Moi, par chance, j'ai réussi à tenir face à ce flux et à faire en sorte qu'on maintienne cette qualité du service qui vous est offerte. Ça demande beaucoup d'imagination, ça demande beaucoup de ténacité, ça demande une équipe qui est vraiment d'une très grande qualité et à qui je tiens à rendre hommage. Voilà, c'était ça mon défi principal. Et je suis, franchement, voilà, oui, non, je suis assez fier de leur. Super. Merci. Merci et bravo. Je ne sais pas si on a encore le temps pour une question. Une dernière question avant le gong final. Comment vous faites lorsque vous êtes censé, en tant que diplomate, de défendre une idée ou une position avec laquelle vous n'êtes pas d'accord au niveau personnel? Est-ce que ça vous est arrivé? Bien sûr, plus souvent qu'à mon tour. Si vous aviez le nombre de choses que j'ai dites ce soir auxquelles je ne pense absolument pas. Euh, oui, non, non, évidemment. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Quand vous rentrez, et c'est vrai pour tout fonctionnaire, c'est encore plus vrai pour les diplomates. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires sont des gens qui vont s'occuper d'administration. Les diplomates ont cette particularité que ce sont les seuls fonctionnaires, avec peut-être les préfets encore, à s'occuper de politique. Parce qu'on s'occupe de questions politiques. On travaille sur les questions politiques. On nous demande d'avoir une vision politique des choses. Et donc, de ce fait, nous sommes beaucoup plus au contact de l'approche politique qui est celle de nos gouvernants et des hommes politiques. Et donc, par construction, les alternances, les changements de direction, les évolutions, font que, il y a un moment, on va devoir défendre des positions qui ne sont pas les nôtres. On le sait. Quand on commence dans le métier, on le sait. Si on n'est pas d'accord, alors on change de métier très vite. Hein, très vite. Alors on a des choses pour ça. Hein. On a le devoir de réserve qui nous impose de ne pas exprimer nos opinions personnelles dans un cadre professionnel.
D'ailleurs, j'évite de ne pas le faire sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. On a, euh, on a beaucoup d'éléments de langage qui nous sont fournis par le ministère qui nous permettent de nous référer à une expression publique qui garantit effectivement une certaine stabilité dans l'expression des positions de notre gouvernement. Donc, c'est de la langue de bois diplomatique, hein, on est d'accord, mais la langue de bois, ça a quand même cet avantage que ça permet de dire des choses sans prendre de risques majeurs. Voilà. Donc, on le fait, encore une fois, ça fait partie du job. Et c'est une, j'allais dire, c'est une forme d'hygiène mentale. Parce que ça vous permet aussi de vous rendre compte qu'une opinion n'est jamais qu'une opinion. Il y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis, et ça, je l'ai toujours dit, hein. Euh, et donc, ça vous permet de voir que ce que vous pensiez être une vision solide, raciste, ancrée et très justifiée chez vous, finalement, on peut on peut voir le problème d'une autre façon, une façon qui est tout aussi légitime. Je ne veux pas dire qu'on donne dans le relativisme, je veux dire que ça vous apprend à être modeste. Ça, c'est important. Voilà. Merci. Donc, on fait comme ça et on apprend à jouer comme ça. Vous parliez d'honnêteté intellectuelle, pour moi, c'est une vertu cardinale, peut-être la vertu cardinale. Mm. Et ça, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle que de savoir, en effet, reconnaître en démocratie que d'autres ont le droit d'exprimer des choses. Et je ne suis jamais que leur porte-voix. Merci. En tout cas, moi, je suis ravi en tant que facilitateur du Philo Bistro qu'il n'y ait pas eu d'incident diplomatique ce soir. Euh, même si... C'est fini? Pardon. J'ai raté l'occasion? Ah, c'est le drame. En tout cas, merci beaucoup, Martin, d'être venu nous parler de ce soir. Voilà.